Bonjour mesdames, messieurs, bonjour chers doctorants. Il y a quelques jours, nous avons procédé à l'évaluation en soutenance publique de 8 thèses de doctorat et les candidats ont tous obtenu la mention très honorable. Ils ont été félicités par les différents jurys pour la qualité de leurs travaux, les résultats de leurs recherches. Toutefois, en tant que directeur du doctorat et directeur de thèse, j'ai eu à noter plusieurs observations au cours de ces 8 jurys que je souhaite ce 6 avril 2022 vous présenter pour contribuer à l'amélioration de la qualité scientifique de vos thèses et à assurer une meilleure présentation de vos travaux. Alors, je fais ici une brève restitution de tous ces points sur lesquels nous pourrons revenir lors des prochains séminaires doctoraux. D'abord, une observation, j'ai constaté que beaucoup de doctorants, même ceux qui sont sur place ici à Yaoundé, ne viennent pas du tout assister aux soutenances de thèse publique. Ce qui est dommage, parce qu'au cours de ces soutenances, il y a beaucoup de problèmes qui sont évoqués, il y a beaucoup d'observations techniques qui, me semble-t-il, auraient dû profiter au grand nombre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et parfois, vous revenez à quelques jours de la soutenance de votre thèse pour nous poser des questions sur des choses alors que vous avez eu l'occasion de profiter. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. C'est vrai qu'on pourrait à l'avenir penser à la retransmission par YouTube, par d'autres moyens, par Zoom, de ces soutenances. Mais vous savez, tout ceci, il faut l'accord d'ailleurs de celui qui soutient. On ne va pas faire la diffusion des soutenances de thèse sans l'accord du candidat qui soutient. Mais je pense que vous gagnerez à venir sur place, suivre les soutenances de thèse, profiter non seulement pour écouter ce que les membres du jury disent, mais également peut-être trouver là une occasion pour échanger avec certains professeurs qui sont membres de ces jurys de thèse. Alors, allons rapidement au fond. Qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté, par exemple, au niveau de la bibliographie, il y a une faible présence des travaux locaux, faits par des juristes ici, africains notamment. La plupart des candidats préfèrent se contenter de la littérature étrangère, internationale. C'est vrai que la science est universelle, mais si vous ne citez pas vos contemporains, vous ne citez pas ceux qui sont dans les équipes de recherche en Afrique, qui pensez-vous pourraient valoriser les travaux des Africains? Donc ça, c'est une observation générale. Une autre observation, ce qui concerne la bibliographie, toujours, nous avons un système ici que nous appelons depuis des années, que nous appelons MOTAD, où nous mettons les manuels, les ouvrages, les thèses et mémoires, les articles et les documents. Alors, la majorité des membres du jury ont fait cette observation en estimant que le système était trop compliqué et qu'il était toujours très difficile de faire la distinction entre un manuel et un ouvrage. Un ouvrage n'est-il pas un manuel et vice-versa? Cette question est revenue à plusieurs reprises. Et parfois, on voyait que ce qui était mis dans la rubrique manuel n'était pas forcément un manuel et ça crée des problèmes. Il en est de même la distinction ouvrages généraux, ouvrages spécifiques, ou bien articles généraux, articles spécifiques. Je souhaiterais peut-être qu'on puisse évoluer sur cette question et peut-être dans la rubrique, la première rubrique, mettre essentiellement les dictionnaires, les lexiques, etc. Et puis, après, on a les ouvrages. Mettre tout dans les ouvrages. Alors, à chaque candidat de faire le choix. Met-il les ouvrages dans un bloc compact, à classer par ordre alphabétique, ou bien il fait la distinction entre les ouvrages généraux et les ouvrages spécifiques. C'est une question qui mérite votre attention. Ensuite, après les ouvrages, nous avons les thèses et mémoires, puis nous avons les articles, et nous avons, cinquième bloc, nous avons les documents. Dans les documents, certains membres du jury ont souhaité qu'on puisse faire clairement la distinction entre les textes juridiques,
c'est-à-dire les conventions internationales, les constitutions, les lois, les textes réglementaires, etc. Et les autres documents, à savoir les rapports et études ou les documents ou la rubrique qu'on appelle autres documents. Donc il souhaiterait, parce qu'il voudrait, certains membres du jury estimaient qu'on ne pouvait pas mélanger les rapports, par exemple, avec les conventions internationales, etc. Ça crée des problèmes. Donc je pense qu'il faut prendre cela en considération. Sur ce point, je répète donc, on pourrait avoir des dictionnaires, les ouvrages, les thèses et mémoires, les articles et les documents, et dans la rubrique documents, bien hiérarchisés, les textes juridiques, c'est-à-dire les conventions internationales, les constitutions, textes de loi, etc. Voilà ce point, parce que c'est une critique, je dirais, qui est devenue récurrente. Donc il faut, me semble-t-il, que nous puissions faire évoluer la présentation de notre bibliographie. Dans l'introduction de la thèse, rappelez que l'introduction représente à peu près 10% maximum de l'ensemble de votre thèse. Donc si vous avez une thèse qui oscille entre 300 et 350 pages, l'introduction ne peut pas dépasser 35 pages. Or, souvent, on a des introductions qui ressemblent à un chapitre, des introductions de 50 pages. Et ça, c'est fortement déconseillé. Faites tout pour que votre introduction ne puisse pas dépasser 35 pages maximum. Sinon, je pense que 30 pages me semble être raisonnable pour introduire une thèse. Donc, il y a ce point, la longueur de l'introduction. Ensuite, il y a le contenu de l'introduction. Alors, il y a eu beaucoup d'observations sur la clarification des concepts, la définition des concepts. Alors, beaucoup de doctorants, lorsqu'ils parlent de la définition, de la clarification des concepts, ils donnent un sens grammatical au concept. Mais ils n'apportent pas des éléments de discussion juridique pour mieux définir ces concepts. Parce que ces concepts sont d'abord des concepts juridiques qui sont dans le titre de votre thèse. Alors, il ne suffit pas de dire ce que le dictionnaire Larousse dit, mais juridiquement, comment définissez-vous ce concept? Et là, ça mérite tout de même quelques sources, quelques références en note de bas de page, pour mieux comprendre le sens juridique que vous donnez à chaque concept. Donc, ce n'est pas le sens simplement grammatical. Quel est le sens juridique que vous donnez au concept contenu dans le titre de votre thèse? Donc, il y a eu beaucoup de critiques sur ce point. Un autre élément qui a attiré mon attention, c'est la revue de littérature. Alors, il y a eu beaucoup d'observations sur la revue de littérature. J'ai noté beaucoup de choses. Je reviens sur ce que certains membres du jury ont dit. Le caractère extraverti des références dans la revue de littérature. C'est-à-dire qu'on préfère citer un Américain, un Chinois, etc. Mais on ne voit pas, pour une thèse qui est réalisée en Afrique, ce que les auteurs africains, ce que les juristes africains ont écrit ou ce qu'ils pensent sur ce sujet. Donc ça, c'est une observation qui a été faite presque à tout le monde. Ensuite, une deuxième observation, tout dans le même sens, c'est vous faites votre thèse dans un laboratoire de recherche, dans une université, dans un pays, dans une région, etc. Mais vous n'arrivez pas à restituer les travaux scientifiques qui ont été menés sur le même sujet ou sur des sujets voisins, des thèses parfois qui ont été soutenues dans la même université, ou en tout cas dans le même pays, sur des questions similaires. Vous n'arrivez pas à restituer cette pensée juridique. Vous préférez citer des choses qui ont été publiées à New York, etc., alors que vous avez, dans la même école doctorale, vos prédécesseurs qui ont écrit sur ces mêmes questions. Et on ne les voit pas dans votre revue de littérature. On a l'impression que la préférence est donnée à ce qui a été dit ailleurs, et vous apparaissez dans vos thèses comme le seul Africain, ou en tout cas le seul doctorant dans notre école qui prétend travailler sur la question. Et ça, c'est dommage. Je pense que c'est une observation qui est pertinente. Vous devrez, dans vos travaux, nous dire qu'est-ce qui a été écrit, quel est l'état de l'art, quel est l'état de la recherche sur la question au sein de notre équipe, au sein de l'université ou des autres universités de la région. Parce que les thèses qui ont été soutenues ne sont jamais mentionnées, y compris même dans la bibliographie.
certains mémoires importants qui ont été soutenus et qui sont connus, qui sont disponibles à la bibliothèque, ne sont pas repris dans vos travaux. Donc il y a une forme comme si votre travail tombait comme un cheveu dans la soupe et l'on ne voit pas précisément comment vous vous situez dans la lignée de la pensée juridique au sein de l'école doctorale. Alors, et du coup, souvent, il y a une forme de discontinuité dans ces travaux. Et c'est dommage. Donc, les choix des auteurs, le choix des auteurs doit être un choix cohérent et pertinent au regard du sujet. Certains ouvrages qui sont cités dans la revue de littérature ne sont pas des ouvrages juridiques. C'est-à-dire que parfois le lien disciplinaire est très ténu avec la science juridique. Et du coup, on se dit, est-ce que dans une thèse de doctorat en droit, l'auteur doit s'appuyer sur des écrits qui ne sont pas des écrits de la science juridique? Quelle est la pertinence de ces choix? Pour restituer, comment allez-vous restituer la pensée juridique, le débat juridique sur votre sujet, en vous appuyant sur des écrits, sur des articles, sur des ouvrages qui ne sont pas des ouvrages des juristes? Donc, je pense que cette observation également, elle est pertinente. Il faut la prendre en compte dans la réalisation de vos travaux. Un autre point dans l'introduction, c'est la problématique et l'hypothèse. Là, il y a beaucoup de critiques. C'est-à-dire que les doctorants arrivent de moins en moins à problématiser vraiment leur sujet. L'on voit parfois dans l'introduction une question qui apparaît au détour d'un paragraphe. On ne sait pas comment on est arrivé à poser cette question. Quel est le problème juridique que votre thèse entend traiter? Et comment êtes-vous arrivé à problématiser votre sujet? Quel est le cheminement que vous avez suivi pour y arriver? L'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'on arrive comme ça, il y a une question qui est posée. Comment la question s'articule avec la revue de littérature qui précède cette problématique, l'on ne voit pas. Donc je pense qu'il faut prendre en compte cette critique pour savoir qu'une question ne doit pas tomber comme un cheveu dans la soupe. Cette question qui est posée dans votre problématique, elle vient d'où? Comment vous parvenez? Donc je pense que cette critique aussi est pertinente, il faut en tenir compte. Ensuite, il y a eu des critiques sur le lien entre la problématique et l'hypothèse, ou en tout cas la thèse que vous défendez. Est-ce que la thèse que vous défendez est en cohérence avec la problématique et avec la revue de littérature que vous avez présentée? On a l'impression que parfois il n'y a pas véritablement de lien. Et la façon dont la thèse est amenée, c'est forme une rupture avec ce qui était dit dans la problématique. Donc la thèse doit vraiment être pertinente, claire, mais nous amener non pas vers une simple description des faits, mais vers une démonstration juridique cohérente qui est basée sur des arguments juridiques, et ces arguments doivent avoir des sources. Il faut qu'on voit, quand vous présentez un argument, il faut qu'on voit la source. Quelle est la source? Quel est le texte sur lequel vous fondez? Quelle est la convention internationale? Quelle est la loi? Quelle est la constitution? Et on doit voir, soit dans le corps, mais en note de bas de page, vos références, quels sont les éléments de doctrine sur lesquels vous vous appuyez pour expliciter votre pensée. Et ça, la question des sources, elle est importante. Et plusieurs membres du jury ont indiqué, sans que cela soit canonique, que pour une thèse de 300 pages, on devrait avoir plus ou moins entre 600 et 1000 notes de bas de page, pour avoir vraiment l'idée des sources sur lesquelles, les matériaux sur lesquels le doctorant a travaillé. Donc, je pense que là aussi, il faut être clair sur la problématique et la thèse que vous défendez. Alors, passons de l'introduction au corps de la thèse. Alors là, il y a plusieurs observations, mais je vais résumer ce qui a attiré mon attention. Par exemple, il y a une observation qui a été faite par 3-4 membres du jury sur le chapitrage. Ils auraient souhaité qu'on puisse avoir une présentation continue du chapitre, c'est-à-dire qu'on va du chapitre 1 au chapitre 8,
même si la thèse est divisée en deux parties. Certains souhaitent que les titres également soient donnés en continu, c'est-à-dire titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Tout le monde n'est pas du même avis. Mais pour les chapitres, je pense qu'on devrait adopter le chapitrage continu. C'est-à-dire que première partie, on a chapitre 1, 2, 3, 4. Deuxième partie, on a chapitre 5, 6, 7, 8. Ça, beaucoup de membres du jury ont insisté. Ça permettrait d'avoir quand même une cohérence. On sait que dans le chapitre 7, vous parlez de ceci, au lieu de dire le chapitre 3 du titre 2 de la deuxième partie, ce qui est un peu lourd. Donc il y a eu cette observation qui a été faite. Mais il y a eu des observations sur l'équilibre des deux parties. On ne voudrait pas qu'une partie puisse avoir 200 pages et puis l'autre à 100 pages. Donc il y a aussi là à rechercher l'équilibre. Il y a une observation qui a été faite sur la qualité des notes de bas de page. La qualité et la pertinence des notes de bas de page. Parce qu'il y a dans certains thésards, nous donnent les notes de bas de page, on ne voit pas la cohérence avec ce qui est dit dans la page. On a l'impression qu'ils sont piégés à la fin de la rédaction de leur thèse, constatant qu'ils n'avaient pas bien sourcé leur argumentation, ils se mettent à rajouter des notes de bas de page. Parfois, il y en a qui vous rajoutent des titres des ouvrages, vous ne comprenez pas pour que vient faire cette note de bas de page. Elle vient appuyer quoi exactement? On ne voit pas. C'est souvent à la fin des paragraphes, on introduit les notes de bas de page. Et là, c'est dommage. Parce qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'elle vient faire. Elle justifie quoi exactement, la note de bas de page? Donc, il y a aussi la qualité de l'écriture. La note de bas de page doit être soignée. On doit avoir la référence exacte. La référence exacte. Et non pas nous mettre les idèmes, sans cohérence. Ça, c'est... Voilà. Et puis, dans la conclusion aussi, il y a eu des observations, notamment sur les conclusions des thèses. Moi, j'ai noté, par exemple, certains membres du jury qui disaient que la conclusion ne doit pas être une deuxième thèse. C'est une conclusion, ce n'est pas une deuxième thèse. Donc, la conclusion, elle doit essayer de récapituler l'ensemble des arguments principaux défendus par le candidat pour voir si à la fin, il confirme la thèse qu'il entend soutenir. Et que la conclusion ne doit pas ressembler à un 9e chapitre. Il y a eu une observation sur le fait que la conclusion doit également ouvrir des perspectives futures de recherche. Qu'elle ne doit pas être fermée, parce que la thèse n'épuise pas le sujet. Donc, qu'est-ce que l'auteur de la thèse peut donner comme indication en termes d'ouverture dans sa conclusion? Ça a été voilà, important. Alors, au-delà du corps de la thèse et de la conclusion, il y a eu des observations d'abord sur la bibliographie, j'ai dit, et certains se sont dit pourquoi on ne voit pas des tables de jurisprudence. Et là, j'ai noté, il n'y a pas de table de jurisprudence. On a la table des matières, c'est vrai, on a la bibliographie, mais est-ce qu'il ne devait pas avoir une table de jurisprudence dans des thèses en droit? C'est une question à laquelle on doit penser. Ou bien, dans la bibliographie, est-ce qu'on ne devait pas avoir une partie, dans ce qui concerne les documents, après les textes de loi, les conventions, est-ce qu'on ne devait pas avoir une rubrique sur la jurisprudence internationale et nationale, à défaut d'avoir une table de jurisprudence? Donc cette question, on va en discuter au niveau de la direction des thèses, mais également au niveau des séminaires doctoraux pour savoir s'il ne faut pas introduire, nous avons déjà introduit l'obligation de l'index dans chaque thèse. Chaque thèse, il faut qu'il y ait l'index. Les annexes doivent être numérotées. Il faut qu'il y ait une page qui indique la liste des annexes. L'annexe 1, 2, 3, etc. Donc ça, les observations ont été faites là-dessus. Mais la question se pose aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas de table de jurisprudence? Ce sont des thèses en droit. Quelle est la jurisprudence qui a été utilisée dans la thèse? Donc, réfléchissons à cela. Donc, la table de matière, enfin, pour terminer, la table de matière, elle doit être bien paginée parce que les pages doivent correspondre. Parce que quand on prend la table de matière, on prend la pagination. Il faut que quand on dit c'est la page 100 et qu'on trouve le titre à la page 100, il faut faire très attention avant de déposer la thèse, de bien vérifier que la pagination n'a pas changé. Voilà les principales observations qui ont été faites au cours de cette session de soutenance de thèse, telles que je pourrais les résumer, telles que je les notais. Et puis, il y a des recommandations qui ont été faites aux candidats. Alors, je résume là aussi les recommandations. Par exemple, la longueur de la thèse. La plupart des membres du jury ont insisté
que la thèse ne devait pas dépasser 350 pages. Ça, c'est important, entre 300 et 350 pages. Et qu'il fallait s'en tenir à ça. Mais il ne faut pas non plus faire des thèses maigres de 250 pages. Donc, il faut quand même être au-dessus de 250 pages et être en dessous de 350 pages. Il y a eu des recommandations sur la qualité de la langue. Le langage doit être simple, la langue doit être juridique. Donc, il faut utiliser les concepts appropriés. Les sources, comme je l'ai indiqué, doivent être bien indiquées dans les notes de bas de page, etc. Sur la forme, la couverture doit être bien faite avec un titre au dos de la couverture, de telle façon, quand on classe la thèse, par exemple, en bibliothèque, en venant, même sans la retirer, on peut lire sur le dos que voici le titre de la thèse. Donc, il faut vraiment faire relire vos travaux, parce qu'au niveau de... Il y a trop de fautes, parfois des fautes assez bêtes. Parce que quand vous terminez la thèse, vous avez peut-être la rage de conclure cette thèse et vous laissez passer parfois des fautes. Le travail du directeur n'est pas de devenir le correcteur grammatical de votre thèse. Donc faites attention. Avant de soumettre vos thèses à votre directeur de thèse, faites relire peut-être par un tiers qui a un regard attentionné en termes de langue française ou anglaise, de relire vos travaux pour pouvoir corriger les fautes grammaticales. Ça, c'est important parce que ça heurte. Lorsqu'on lit un texte, parfois, on se rend compte parce que parfois, quand nous évaluons les thèses, on ne fait pas attention parfois à certaines petites fautes. Et puis, c'est après coup qu'on se rend compte qu'on a laissé filer des coquilles. Et ça, c'est pas bien. Donc, je pense que prenez vos responsabilités de faire lire et relire vos travaux, les faire corriger avant de les déposer auprès de votre directeur de thèse. Voilà, mesdames, messieurs, ce que j'ai tiré de cette session de soutenance de thèse, où il y a une bonne moisson, et j'espère revenir avec chacun de vous dans le cadre de la direction des thèses, mais aussi dans le cadre des séminaires doctoraux, sur un certain nombre de points que je viens d'évoquer dans cette vidéo, que je vous demande de partager à vos collègues doctorants qui n'ont pas pu la voir. Merci, je vous remercie et bonne journée.